C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui décrypte l'impact du langage, des mots et des discours sur notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant. On va parler de l'impact des fausses informations en période de crise et plus particulièrement la manière dont les fausses nouvelles alimentent les tensions et influencent notre perception de la réalité et des enjeux, n'est-ce pas, Sarah ? Oui, Poli, cette émission est réalisée quelques jours seulement après l'entrée dans la ville de Goma des rebelles du M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda. C'est un moment critique où les informations circulent dans tous les sens, sur toutes les plateformes. On le sait, dès qu'un conflit éclate, la propagande s'installe et les réseaux sociaux sont inondés de fausses nouvelles venant de deux camps. Certains contenus viraux, Sarah, montrent des vidéos et des photos totalement sorties de leur contexte. D'autres inventent carrément des faits pour influencer l'opinion. Ces manipulations sèment la panique, alimentent la confusion et peuvent même inciter à la haine contre celui qui est perçu comme l'ennemi. Dans un contexte de guerre, les mots sont des armes. Alors comment expliquer cette désinformation massive en période de crise ouverte ? Quels sont les dangers d'une guerre de l'information parallèle aux affrontements sur le champ de bataille ? C'est ce que nous allons voir tout au long de ce magazine, Sarah. Pour en parler, nous avons deux invités. Le premier est Christian Malélé, chercheur doctorant à l'Université de sciences de l'information et de la communication UNISIC. Il est également journaliste spécialisé dans la vérification de faits à l'Okutamabe, une plateforme qui traque les fausses nouvelles en RDC. Bonjour Christian Malélé et merci d'être avec nous. Merci d'être sur ces plateaux et partager de connaissances ainsi que ce que j'ai constaté sur les réseaux sociaux pendant cette période. Merci Christian de votre présence. Avec nous également au bout du fil, nous avons le plaisir de recevoir Fidèle Bouironde. Il est journaliste et blogueur basé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bonjour Fidèle et bienvenue à vous. Bonjour Poli, bonjour Sarah et bonjour Monsieur Christian. Ça sera un plaisir de partager avec vous ce moment. Avant de plonger au cœur de cet échange, place à notre premier sketch. Il met en scène un groupe de jeunes étudiants discutant d'une information alarmante qui circule sur un groupe de messagerie instantanée. Et comme ils vont découvrir plus tard, cette information va se révéler fausse. On écoute. Mbouta Kitoko, où allez-vous comme ça? Papa, qu'est-ce que tu as crié comme ça? Oh, mais vous êtes folle ou quoi? On va à la cantine. Moussien découlé. Faites gaffe. Je vis les gars de l'équipe de nos adversaires rôder dans les environs là-bas. Et alors? Franchement, Amane, mais cette tension depuis qu'il y a eu cette dispute entre nos deux équipes lors du dernier match commence à me faire peur. Dis-moi, que se passe-t-il maintenant? Toi aussi, Mbouta, toi aussi. Tu crois que c'était une blague? La situation est plus grave que tu imagines là. Mais oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Regarde, qu'est-ce que je t'ai dit? Un message vient de tomber dans les groupes de notre équipe. Il dit quoi? Regarde. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On montre une photo de plusieurs bidons d'essence qui ont été déjà apprêtés par les membres de l'autre équipe pour nous brûler vifs. Seigneur, quoi? Ouais, Asibata Tulunguza. Regarde. Regardez vous-même. Vous voyez les bidons? Dieu. C'est là où ils les ont cachés dans la cantine sportive. On est foutus. Mais ça n'a rien à voir avec la dispute qu'on avait eue avant sur qui est la meilleure équipe alors. En réalité, ils cherchent simplement à nous exterminer. Toi aussi, n'exagère pas. N'exagère pas, mais tu n'as pas vu. Ne va pas si trop vite. On ne va pas paniquer pour une simple photo online. Non, Yaya. Mais les gars, écoutez-moi. Calmez-vous. Kama munapenda maisha yenu musisikie venye kitoko kona bambia. Elle veut juste nous distraire pour qu'on se laisse surprendre par nos ennemis. Non mais c'est ce que tu fais là. Non, arrête de paniquer. Arrête de paniquer les autres comme ça. Arrête ça mon ami. Mon Dieu, on montre une photo de plusieurs bidons d'essence qui sont déjà apprêtés par les membres de l'autre équipe pour nous brûler vifs.
Peut-on entendre l'un des étudiants dans cet extrait après avoir lu une information visiblement fausse sur les réseaux sociaux? Alors, Christian Malele, ma première question est pour vous. Dans une situation de crise ou de conflit, comme c'est le cas actuellement à Goma, qui sont les acteurs de la désinformation? Comment est-ce qu'ils procèdent et surtout, qu'est-ce qui les motive à produire sciemment de fausses informations? Alors, pour répondre de manière assez claire à cette question, c'est que nous sommes dans une situation de guerre ou de crise. Et actuellement aussi, je dois le dire ainsi, les personnes ou les acteurs qui véhiculent très souvent des fake news pendant ces genres de périodes, c'est d'abord des États ou des acteurs étatiques. Parce que c'est une guerre entre États et c'est normal que ce soit ces acteurs-là. Et au-delà des États qui véhiculent des fausses informations comme une arme de guerre, il y a aussi il y a aussi la population qui se considère comme patriotes, qui se disent soutenir leur État et en relayant des fausses informations pour déstabiliser l'autre camp. Et au-delà de la population, il y a aussi, je dirais, de médias qui travaillent, je dirais, aussi selon une ligne éditoriale ou selon certains intérêts et qui véhiculent aussi des fausses informations. Alors, comment ça marche? C'est comme je viens de le dire, donc c'est vraiment une arme, parce que lorsqu'on parle de la guerre, on voit la violence et une extrême violence. Et lorsqu'on voit la violence, on voit aussi l'information comme une arme de destruction massive. Donc, c'est-à-dire, il faut désinformer pour non seulement induire en erreur, mais détruire des vies, détruire des populations. Si je dois donner un exemple, je peux dire, il y a par exemple des informations qui annoncent par exemple l'arrivée de certaines troupes adverses, alors que ce n'est pas encore le cas. Et ça crée de panique. Non seulement des paniques, il y a des situations des réfugiés, des déplacés, des gens qui fuient des contrées juste à cause d'une annonce, parce qu'ils s'imaginent déjà le catastrophe qui peuvent en découler. Donc il y a vraiment des États qui sont derrière cela, et c'est tout un mécanisme, parce qu'il y a même des robots qui distribuent ou qui distillent de fausses informations sur les réseaux sociaux. Il y a des armées, je dirais, numériques qui travaillent nuit et jour pour véhiculer et distribuer des fausses informations. Alors ça, c'est sur les modalités donc de cette désinformation en période de guerre. Qu'en est-il des motivations qui animent ces acteurs? La motivation, c'est vraiment simple. C'est juste faire mal, nuire. C'est ça. C'est ça la motivation, parce qu'on est dans une situation de crise ou de guerre, et la violence, c'est la règle. Donc, parce que dans une situation de guerre, on ne parlerait que de morts, on ne parlerait que de blessés, on ne parlerait que de réfugiés ou de déplacés. Donc, c'est juste le chaos. Donc, lorsqu'on utilise l'information pendant la période de crise ou de guerre, c'est pour nuire. C'est pour nuire, c'est pour détruire, c'est pour anéantir. Alors, durant ce conflit qui est donc en cours dans l'Est du pays, on a vu pulluler sur les réseaux sociaux beaucoup de fausses informations, vous l'avez dit. Peut-on vraiment faire confiance aux informations publiées sur ce type de plateforme digitale en période de crise ? Je dirais non, parce que nous sommes dans une situation qui dépasse, je dirais même la simple communication, parce que là, c'est vraiment une situation politique. Donc, on ne peut pas vraiment résoudre ces problèmes sur le plan communicationnel, parce qu'il y a aussi un volet qu'il faut prendre en compte, c'est la politique. Et quand je parle de la politique, je fais allusion aux affrontements sur le terrain, et je fais aussi allusion au plan, je dirais, diplomatique. Donc, c'est-à-dire, au-delà de cela, il faut tenir compte du côté politique, parce que c'est essentiel. Et vu que derrière ces mes informations, ces fausses informations, il y a aussi des États, donc c'est-à-dire c'est tout un système, c'est toute une arme qu'on utilise pour détruire, pour inciter à la violence, inciter à la haine, et c'est vraiment compliqué. Donc il ne faut vraiment pas croire directement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, voire même à travers des médias. Il faut d'abord avoir de la retenue, donc voir et surtout confronter des sources. Donc il ne faut pas se fier à une seule source, mais il faut confronter des sources, voir ce que dit aussi l'autre camp pour savoir qui dit vrai. Merci Christian Malele pour ces explications. Je me tourne vers vous, fidèle Burundais. Comment expliquer qu'en période de conflit, comme c'est le cas actuellement dans la partie orientale de la RDC, les acteurs se livrent en parallèle à une guerre de l'information qui s'est faite à coup de désinformation? Peut-on dire que l'information est-elle le prolongement du champ de bataille? Merci beaucoup pour la question. Je pense que la première chose, c'est de dire que la guerre, c'est vraiment par l'information qui commence avant de commencer sur le terrain. Parce qu'on prépare psychologiquement la population
le monde et les institutions avant que les armes ne s'affrontent sur le terrain. Et quand la guerre commence sur le terrain, elle a déjà commencé dans les esprits de ceux qui y seront exposés directement ou indirectement. Les acteurs directs et indirects sont déjà en guerre, en fait, psychologiquement, avant que la guerre n'éclate. Et donc, il y a une guerre en amont, puis la vraie guerre et une guerre en aval, l'après-guerre sur le terrain. Pourquoi tout cela? Mais c'est parce que la guerre est non seulement une arme, disons l'information plutôt, quand elle est mal donnée, mal faite, quand elle est déformée, c'est une arme de guerre, mais aussi un danger pour la paix. Fidèle, peut-on dire que ces fausses informations ont un impact direct sur l'évolution du conflit lui-même, ou même sur les populations civiles dans la mesure où leur sécurité dépend des informations vraies ou fausses qu'elles reçoivent? Tout à fait. L'impact est réel, il peut dire ou indirect, mais il est réel. D'abord parce que la désinformation, selon la source, selon celui qui l'émet, peut désorienter les victimes, désorienter les interventions et désorienter les décisions. Également, elle peut polariser la société. Il peut arriver que la source de la désinformation s'organise pour créer des divisions dans la société et donc monter les groupes les uns contre les autres. Ce qui va créer pratiquement la déchirure et favoriser la pénétration de l'ennemi, lui offrir carrément un champ, pour que lorsque les groupes sociaux sont déjà divisés et opposés les uns aux autres, ils ne se défendent plus mutuellement comme ils pouvaient le faire par le passé. Et cela profite à une fragilisation de la société, ce qui ouvre la porte à l'ennemi. Parce que ainsi, ça va accentuer non seulement la haine dans la société, mais également la violence. Merci Fidèle Bouironde pour cette première analyse. Nous allons maintenant écouter un deuxième extrait de notre sketch radiophonique. Nous nous replongeons encore une fois dans un environnement universitaire avec des étudiants. Cette scène illustre l'impact et les dangers des rumeurs sur la peur et la désorganisation d'une société en période de crise ou de guerre. On écoute. Amani, arrête. C'est plutôt toi qui es en train de faire paniquer les étudiants en développant ce langage d'exagération basé sur une simple photo avec quelques jerrycans. Photo. Tu crois que j'exagère là? Si. Hein? Oui. Non mais c'est pas sérieux. Non mais Amani, tu exagères. Tu ne trouves pas que tu exagères? Oh, dans des moments pareils de tensions ouvertes, il y a trop de fausses informations qui sont propagées par l'un ou l'autre camp. Donc il faut faire très attention. Vous avez entendu ça? C'est comme si ça ne lui dit rien. Donc quoi qu'il y a du Mwambi qui tout. D'ailleurs, je commence à soupçonner que Kitoko n'est pas l'une des nôtres. Nini? Oui. Kitoko n'est pas l'une des nôtres. Pardon. Moi aussi, je commence à te soupçonner. Oui, le fait que tu évoques des fausses informations au moment où la menace est réelle fait croire que ou qu'au traître monier qu'on a diffusé comme ça. Nga traître. Oui, moi traître. Dis au traître. Non mais je regrette moi traître. Au traître. C'est terrible. Venez vite. Quoi? Les complices c'est vide. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, non? Explique. Qu'est-ce qu'il y a? Mantouans Baba Nyama Campus. Ils ont des informations disant que le campus va être brûlé avec le bidon d'essence. Oh là. C'est pas vrai. Le fait que tu évoques de fausses informations au moment où la menace est réelle fait croire que tu dois être un traître qui se cache parmi nous, déclare l'un des étudiants. Fidèle Bouironde, pourquoi en période de crise il peut s'avérer dangereux pour une société de ne recevoir que de fausses informations ou de la propagande en lieu et place d'une information factuelle et vérifiée? Merci. Alors le danger est que lorsque la population ne consomme que de fausses informations, elle perd le positionnement. Puisque si elle ne peut suivre que ces fausses informations auxquelles elle est exposée, la population ne saura donc pas faire les choix qui puissent lui être favorables. Il va faire, elle, la population, pourrait prendre des décisions qui favorisent l'ennemi ou qui rentrent dans le plan de l'ennemi. Et donc,
l'information, quand elle n'est pas bonne, elle détruit celui qui la consomme, directement ou indirectement. Et cela est l'objectif en temps de guerre pour l'ennemi. C'est son objectif de vouloir ramener la population, qui peut être sa victime prochaine, à perdre l'équilibre ou à être dans l'instabilité psychologique et même sociale, de sorte que lorsque l'ennemi attaque, que le terrain ne soit plus facile à pénétrer. Lorsque la population est bien informée, elle possède une certaine puissance, un certain pouvoir de contrôler ce qu'elle a comme chose à faire, comme quotidien. Mais lorsqu'elle n'a que des fausses informations, la population ne sait réellement pas à quoi s'attacher. Puisque généralement, les actions qu'elle va poser, les décisions qu'elle va prendre vont reposer sur les informations qui sont pourtant fausses, mais alors ça va renforcer le plan de l'ennemi et donc va fragiliser les socles de cette société qui pourrait être attaquée bientôt. Donc il est important d'accéder à de bonnes informations pour aussi savoir gérer tout autour de soi. Christian Malili, je reviens vers vous. Certaines fausses nouvelles ne sont pas seulement le fruit de rumeurs spontanées. Elles sont parfois délibérément fabriquées dans le cadre d'une stratégie planifiée et exécutée par les acteurs en conflit. Quelles peuvent en être les conséquences ? Il y a beaucoup de conséquences derrière ces genres d'agissements vis-à-vis surtout de la population, parce que ça peut, comme on vient de l'entendre il y a juste quelques secondes ici, ça peut inciter la population ou la masse à prendre de mauvaises décisions. Je peux donner un exemple qu'on a vécu récemment. Il y a un faux tweet qui circulait qui prétendait dire que non, on a suspendu la paye de fonctionnaires jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que les territoires occupés par les rebelles seront récupérés. Donc, ces genres des informations fabriquées peuvent déstabiliser la population, inciter la population à se désolidariser plutôt de son gouvernement ou de son chef. Donc au lieu de soutenir par exemple leur État, les gens ou les fonctionnaires vont se retirer du plan par exemple que le pays veut que la population puisse soutenir. Et ce n'est pas que ça. Du côté du Rwanda, par exemple, j'ai vu des informations qui attestaient que non, l'aéroport avait fermé. L'aéroport avait totalement fermé. L'aéroport de Kigali, de Kigali avait fermé. Ce qui peut aussi pousser certaines populations à ne plus voyager vers Kigali. Ce qui peut déstabiliser aussi l'économie de ces pays. Donc, dans ces genres de situations, il y a des fausses informations, surtout des informations fabriquées, déstabilisent des gens, induisent des gens en erreur et empêchent certaines personnes à ne pas prendre de bonnes ou de meilleures décisions. Merci Christian Malili pour cette analyse. Pour conclure, écoutons un dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette fois-ci, nos amis les étudiants prennent conscience de l'importance de prendre du recul vis-à-vis des informations non vérifiées diffusées en période de crise. On écoute. Seigneur, j'ai merdé. Amani, t'as fait quoi? J'ai merdé, Seigneur. Attends, ne me dis pas que tu as quelque chose à voir avec ça. En fait, tout est ma faute. De quoi tu parles? Comment ça, c'est de ta faute? C'est moi qui ai propagé cette fausse information sur les bidons d'essence. Oui. Amani, toi? Oui, c'était moi, en utilisant un pseudonyme pour ne pas être identifié. C'est pas possible, ça. Qui Non mais Amani, comment tu as pu faire une chose pareille, mon ami? Tu vois l'insécurité que tu as causée au campus? Non mais les gars, sérieux? Les gars, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, les gars. Cette tension qu'on a entre nos deux équipes m'a fait tellement paniquer au point que je ne me sentais pas rassuré. Et puis tu as eu la bête idée d'embraser la situation avec des fausses nouvelles pour nous manipuler. J'avais juste l'intention de secouer un peu mon camp. Oui, pour le pousser à rester vigilant, raison pour laquelle j'ai inventé cette histoire de bidons d'essence. Incroyable, ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment irresponsable de ta part. Très irresponsable. Amani. Tu n'as fait qu'aggraver la situation en créant plus de panique. Et non seulement avec l'équipe des adversaires. Vous n'avez pas voulu m'écouter, hein? Non mais c'est quoi, Bomoni? Dans de tels moments de peur, il est important de faire très très attention aux informations qui circulent. Personne n'a vérifié cette affaire des jerrycans, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi relayer un poste dont on n'est pas sûr? Kitoko, pourquoi? t'as
parfaitement raison. Où on a chéri, envoyer ces fausses informations en situation de crise peut être aussi dangereuse que la guerre elle-même. Envoyer ces fausses informations en situation de crise peut être aussi dangereux que la guerre elle-même, finit par reconnaître l'un des étudiants. Alors Christian Malele, que peut-on faire pour réduire l'impact des fausses nouvelles dans un contexte de crise, comme c'est le cas actuellement dans le Nord Kivu? Peut-on s'armer contre ces fausses informations qui, vous l'avez dit, sont diffusées de part et d'autre par les parties en conflit? Alors, il y a toujours un moyen pour combattre le fake news, même pendant la période de crise. Mais je dirais que c'est d'abord le rôle de médias, donc des médias qui sont censés donner de la vraie information à la population pour la sécuriser. Parce que dans des périodes de crise, lorsqu'il y a de fausses informations, ça déstabilise, surtout moralement, comme on vient de l'attendre ici. Donc, avant même que les armes n'arrivent, vous êtes déjà déstabilisé, vous prenez des mauvaises décisions. Mais lorsque les médias sont en place, diffusent des vraies informations ou des bonnes informations, ça rassure la population et ça permet à la population de prendre de bonnes décisions, de se déplacer dans telle région et non dans telle autre région. Et par exemple, acheter des choses pour peut-être se sécuriser, des choses, de la nourriture pour se sécuriser. Donc prendre vraiment de meilleures décisions qui peuvent permettre aux populations, à la population de se mettre à l'abri de la crise ou de la situation des situations chaotiques. Mais je pense que c'est aussi important, là c'est une interpellation, c'est aussi important de former nos populations dans la vérification des faits. Parce que ça peut permettre à la population ou aux citoyens eux-mêmes de vérifier des faux contenus provenant des États étrangers ou de groupes armés qui cherchent à déstabiliser moralement la population ou les induire en erreur et tout. Donc si la population est vraiment sensibilisée sur la vérification des faits, je pense que ça sera déjà une réussite. Avant que le média puisse informer pour dire que tel fait est vrai ou tel fait est faux, la population elle-même peut se prendre en charge en vérifiant des contenus et en attestant que tel fait est vrai et tel fait est faux. Qu'en est-il du rôle des médias comme le vôtre, Balubaki Tchèque, qui est un média spécialisé dans la sensibilisation sur les fausses informations, qui aide également la population à mieux comprendre les enjeux de la désinformation? Est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques que vous menez dans ce sens durant cette période de conflit? Exactement. Actuellement, on est vraiment focus sur la situation dans l'est de la RDC. On vérifie tous les contenus. Donc, on fait ce qu'on appelle la veille médiatique. Donc, on surveille tout ce qui est dit, tout ce qui est publié, que ce soit des vidéos, des images, des audios, sur WhatsApp, sur Facebook et X. Donc, on surveille le tout et on vérifie pour voir qui dit vrai et qui dit faux et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est généré par intelligence artificielle et qu'est-ce qui n'est pas généré par intelligence artificielle. On a découvert beaucoup de choses. En tant que journaliste, on se limite quelque part. Et la limite du journaliste, c'est juste de ne pas créer, de ne pas diffuser une information qui crée des troubles au sein de la communauté, parce que ce n'est pas l'aider. Donc, on vérifie des contenus et lorsqu'on sent qu'il y a un contenu qui a vraiment un danger, qui se présente vraiment comme une menace pour la population, on n'hésite pas à la vérifier et à dire à la population, attention, ne consommez pas telle information, tel fait est faux et ça peut vous conduire en erreur. Fidèle Wironde, certains suggèrent de couper l'accès aux réseaux sociaux, couper Internet durant la période des crises ou des conflits. Peut-on considérer qu'il s'agit là d'une solution réaliste pour limiter la propagation de fausses informations ou au contraire ces blackouts sur les communications est susceptible d'aggraver la situation si les citoyens n'ont plus accès à l'information? Alors les deux sont des réponses en fait. D'une part, il y a le fait que priver l'accès à ce type d'informations ou malheureusement il y a encore la désinformation, c'est limiter la liberté d'expression et aussi l'accès à l'information qui sont pourtant deux droits fondamentaux pour la population. Mais au regard de la situation, de la crise que nous traversons et de l'impact que cela pourrait avoir sur l'ensemble de cette crise, on peut toujours, à la place de totalement interdire ou limiter l'accès à ces réseaux sociaux, on peut la limiter, pas l'interdire, mais la limiter. Ça veut dire qu'on peut créer par exemple des filtres pour bloquer les informations concernant certains termes, certains mots,
ou certaines images au lieu de tout bloquer. Parce que l'information, malgré la désinformation, l'information est aussi là. Il y a des personnes qui se battent pour aider la population à accéder à une vraie et bonne information. Lorsque l'on arrête tout, on prive tout le monde l'accès à l'information. Donc moi, je pense que la solution n'est pas de tout couper, mais plutôt de voir comment surveiller afin de limiter les dégâts. Voilà. Alors on a vu dans le cas spécifique du conflit en cours à Goma que les communications avaient été coupées, notamment l'accès à Internet. Peut-on dire qu'il s'agit là d'une stratégie délibérée pour couper les citoyens de l'accès à l'information ? C'est délibéré effectivement, mais est-ce que l'objectif de couper l'accès à l'information ? Je pense que non. Je crois que le but est de limiter effectivement la circulation des informations manipulées et destinées à manipuler la population. Seulement que cela crée la panique. Vous avez des gens qui sont loin de la ville ou loin du pays et qui ont des familles à Goma en particulier. Lorsqu'on n'a plus accès à l'information sur son frère, sa sœur qui est dans une zone en conflit, on panique. Est-ce qu'il est encore en vie ? Est-ce qu'elle est encore en vie ? Et quand on ne peut pas avoir l'information, on peut même croire que la personne est morte jusqu'à s'alarmer. Donc, il est important de permettre l'accès à l'information. Ça limite la panique, ça limite la fabrication des informations. Lorsqu'on n'a accès à aucune information, on a tendance à inventer de l'information. Merci Fidèle Bouironde pour cette dernière analyse qui nous permet d'amorcer la chute de cette émission. Cet échange nous a montré combien l'information en temps de crise est un enjeu stratégique. Une fausse information peut provoquer la panique, attiser la haine ou même influencer des décisions politiques dans un sens comme dans un autre, Sarah. Absolument. Polly, le cas de Goma illustre à quel point les fausses nouvelles peuvent être dangereuses, surtout lorsqu'elles sont amplifiées par la peur, la colère. Face à cela, une seule solution, faire preuve d'esprit critique, vérifier, recouper, n'est pas partager n'importe quoi. Nous retenons en fin de compte qu'en période de crise ou de conflit, le contrôle de l'information est un enjeu stratégique majeur. Les fausses informations sont souvent utilisées par les partis en conflit comme un outil pour déstabiliser, démoraliser ou discréditer l'adversaire. Le savoir permet aux citoyens de prendre du recul, de questionner les informations qu'ils reçoivent, Sarah. Oui, Polly. Et comme le canon, les obus ou les grenades utilisées sur les champs de bataille, le langage de la désinformation utilisé par les partis en conflit peut être également dévastateur. Merci encore une fois à Christian Malele et Fidèle Bouironde pour leur analyse. Merci également à Hippolyte Kapanga qui nous accompagne du côté de la console technique. Et bien entendu, merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention et pour votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Vous pouvez retrouver cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur www.radiocapi.net et www.abarirdc.net. Continuez à interagir avec nous sur nos pages Facebook et X, anciennement Twitter. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de C'est les tons qui fait la panique. Prenez soin de vous et au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.